L'aurore rouge, les protocoles de Toronto. Les protocoles de Toronto, fiction ou amère réalité. International Free Press Agency Intelligence Report, March 1995. Le protocole de Toronto 666, Québec, année 0. Fiction ou réalité qui peut dire, quoi qu'il en soit, selon certaines informations obtenues en provenance de France, mais surtout à la révision des événements survenus depuis les 25 dernières années, il apparaît que le scénario décrit dans ce document nous permet de mieux comprendre ce qui, jusqu'à aujourd'hui, paraissait des plus incompréhensibles à plus d'un. Nous livrons en entier ce document, avec, en plus, une analyse des nouvelles conditions économiques actuelles qui, en elles-mêmes, semblent plus que confirmer l'authenticité de ce dernier. Fin juin 1967, à Montréal, c'est l'Expo 67. À Ottawa, ce sont les derniers préparatifs du centenaire de la Confédération. Aux États-Unis, c'est la contestation sur la guerre du Vietnam et à travers le pays, le Flower Power. Nous sommes près des événements de mai 68 en France, de l'explosion du nationalisme au Québec, du festival Woodstock aux États-Unis. Mais en même temps, cette fin juin de 1967 marque les derniers préparatifs de la mise au point du plan de la chute des nations par les hautes instances de la franc-maçonnerie anglo-saxonne à Toronto, Canada. Cette réunion secrète, hautement confidentielle, est organisée par les 666, c'est ainsi qu'ils se nomment eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui dirigent les 6 plus grandes banques mondiales, les 6 plus grands consortiums énergétiques de la planète, dont le pétrole fait partie, et les 6 plus grands consortiums de l'agroalimentaire, dont fait partie le contrôle des principales routes alimentaires du monde. Ces 666 étant les plus hauts responsables de la finance internationale, vont définir, à l'intérieur de leur réunion, une stratégie commune en vue de la mainmise absolue sur le commerce mondial, sur la possession de l'arme énergétique, porte ouverte sur le XXIe siècle, et sur le contrôle international de l'agroalimentaire, lequel comprend aussi pour eux les consortiums pharmaceutiques, comprenant à leur tour le marché mondial des vitamines et des vaccins. Leur plan se résume à 3 orientations majeures, l'économique, le politique et le social pour les années 70 et 80. S'il réussit, il doit irrémédiablement déboucher sur la prise du pouvoir mondial par la mise en place du nouvel ordre mondial, le même dont le président américain George Bush fera tant la promotion au début des années 90. Titre du document des 666, Panem et Circenses, du pain et des jeux. But du projet mondialiste, le génocide du vital au profit du rentable occulte. Moyen de financement du projet, entre autres se servir de l'aide humanitaire, de l'aide alimentaire internationale afin de financer les multinationales des 666. Le document. Toutes les périodes historiques ayant mené à la décadence des civilisations étaient toutes marquées sans exception par l'esprit d'errance des hommes. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que cet esprit se traduise par une société mondiale du loisir sous toutes ses formes. Ce loisir doit se composer du sexe, des drogues, du sport, des voyages, l'exotisme et des loisirs en général, mais accessible à toutes les couches de la société. L'homme doit arriver à croire qu'il est moderne et que sa modernité est composée de sa capacité et de sa possibilité de pouvoir jouir largement et maintenant de tout ce qui l'entoure. Pour parvenir à cet objectif, il est impératif de pouvoir infiltrer les médias, radio, télévision, journaux, les milieux de la mode et la culture, les milieux de la nouvelle musique,
par lesquels nous influencerons à coup sûr toutes les couches des sociétés occidentales. Ainsi, en tenant sous la coupe des sens la jeunesse, c'est-à-dire les adultes de demain, nous aurons par conséquent la voie libre pour infiltrer et transformer en profondeur, sans être inquiétés, le politique, le système légal et l'éducation, ce qui nous permettra de modifier en profondeur le cours, l'orientation future des sociétés visées par notre plan. Les populations, nous le savons, n'ont pas de mémoire historique. Ils répètent inlassablement les erreurs du passé, sans se rendre compte que ces mêmes erreurs avaient conduit leurs pères avant eux aux mêmes déchéances qu'ils vivront en pire avant la fin de ce siècle. Vous voyez par exemple ce que leurs grands-pères ont vécu au début de ce siècle grâce au travail acharné de nos prédécesseurs. Après avoir connu sans limite la libération des mœurs, l'abolition de la morale, en d'autres mots l'errance de l'esprit, ils expérimentèrent la crise économique, puis la guerre. Aujourd'hui, leurs petits-enfants et leurs enfants se dirigent droit vers un aboutissement semblable, pire encore car cette fois-ci, il nous permettra enfin de mettre sur pied notre nouvel ordre mondial, sans qu'aucun d'entre eux ne soit à même de s'en rendre compte, trop préoccupés qu'ils seront tous à satisfaire exagérément leurs besoins sensuels les plus primaires. Une norme générale plus qu'importante et qui a déjà fait ses preuves au début de ce présent siècle dans la construction et la mise en place du système par les regrettés hauts officiers de nos loges et la rentabilité de l'exception. En principe, nous le savons, l'exception prouve la règle générale qui lui est contraire. Mais, dans notre vocabulaire, l'exception c'est ce qui doit être imposé à tous. Nous devons faire en sorte de faire des exceptions dans différentes sphères de la société comme devant être de nouvelles règles générales applicables à tous. Un objectif premier de toutes les futures contestations sociales menées par la jeunesse des nations. Ainsi, l'exception deviendra le détonateur par lequel toute la société historique s'effondrera sur elle-même dans un essoufflement et une confusion sans précédent. Les fondements de la société occidentale dans leur essence proviennent en droite ligne de l'héritage judéo-chrétien. C'est précisément ce même héritage qui fit de la famille le nœud, la pierre angulaire de tout l'édifice social actuel. Nos prédécesseurs qui avaient financé les écrivains révolutionnaires de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle avaient compris l'importance de fractionner, puis de faire éclater ce noyau vital s'ils voulaient, en Russie, parvenir à mettre en place le nouveau système communiste d'alors. Et c'est précisément ce qu'ils firent, en faisant minutieusement produire par les philosophes et les écrivains non conformistes de l'époque un manifeste à la gloire de l'État-Dieu, celui-ci ayant la primauté absolue sur l'individu et sur la famille. Pour aboutir avec certitude à la construction d'un gouvernement mondial, un nouvel ordre mondial communautaire, où tous les individus sans exception seront soumis à l'état mondial de l'ordre nouveau, nous devons en premier lieu faire disparaître la famille, ce qui entraînera du même coup la disparition des enseignements religieux ancestraux. Et en deuxième lieu, niveler tous les individus en faisant disparaître les classes sociales, en particulier les classes moyennes. Mais nous devons procéder de manière à ce que tous ces changements apparaissent comme étant issus de la volonté populaire, qu'ils aient l'apparence de la démocratie. En se servant de cas isolés, mais en les amplifiant à l'extrême, avec l'aide de contestations étudiantes noyautées par nous, de journalistes favorables à notre cause et de politiciens achetés, nous parviendrons à faire mettre en place de nouveaux organismes ayant toutes les apparences de la modernité, tel un bureau de la protection de l'enfance
protégés par une charte des droits et libertés. Pour la réussite de notre plan mondial, le plan rouge, il nous faut faire implanter dans toutes les sociétés occidentales des années 70 des bureaux pour la protection de l'enfance. Bureaux dont les fonctionnaires, de jeunes intellectuels sans expérience, fraîchement sortis d'université où sont mis en évidence nos principes mondialistes, feront respecter à la lettre, sans discernement, la charte des droits de l'enfant. Qui osera s'opposer à cela sans en même temps être identifié aux barbaries du Moyen-Âge? Cette charte, laborieusement mise au point dans nos loges, nous permettra enfin de réduire à néant toute autorité parentale en faisant éclater la famille en individus farouchement opposés les uns aux autres pour la protection de leurs intérêts personnels. Elle encouragera les enfants à dénoncer des parents trop autoritaires parce que trop traditionnels, trop religieux. Elle contribuera ainsi à soumettre les parents à une psychose collective de la peur, ce qui provoquera inéluctablement, d'une manière générale dans la société, un relâchement de l'autorité parentale. Ainsi, nous aurons réussi, dans un premier temps, à produire une société semblable à celle de la Russie des années 50, où les enfants dénonçaient à l'État leurs parents, et cela sans que personne ne s'en aperçoive. En transférant ainsi à l'État le rôle parental, il nous sera plus facile par la suite de nous accaparer une par une de toutes les responsabilités qui avaient été jusqu'à date du ressort exclusif des parents. C'est ainsi que nous pourrons faire considérer par tous comme étant un abus contre l'enfant l'enseignement religieux traditionnel d'origine judéo-chrétienne. Dans un même temps, mais à un autre niveau, nous ferons inscrire dans les plus hautes lois des nations que toutes les religions, les cultes et les pratiques religieuses de tout genre, y compris la sorcellerie et la magie, doivent toutes être respectées au même titre les unes que les autres. Ce sera par la suite d'une aisance déconcertante que de transférer ce rôle de l'État par rapport à l'enfant aux plus hautes instances internationales, telles les Nations Unies. Comprenons bien ceci, notre but n'est pas de protéger les enfants ou qui que ce soit d'autre, mais bien de provoquer l'éclatement, puis la chute des nations, qui sont un obstacle majeur à la mise en place de notre nouvel ordre mondial. C'est la raison pour laquelle les bureaux de protection de l'enfance doivent être investis d'une autorité légale absolue. Ils doivent être en mesure, comme bon leur semblera, mais toujours sous le prétexte de la protection de l'enfant, de pouvoir retirer ces derniers de leurs milieux familiaux originels et les placer dans des milieux familiaux étrangers ou des centres gouvernementaux déjà acquis à nos principes mondialistes et religieux. Par conséquent, sera ainsi achevée la brisure définitive de la cellule familiale occidentale, car sans la protection et la surveillance de leurs parents originaux, ces enfants pourront ainsi être définitivement handicapés dans leur développement psychologique et moral et représenter par voie de conséquences naturelles des proies facilement adaptables à nos visées mondialistes. Pour la réussite assurée d'une telle entreprise, il est primordial que les fonctionnaires travaillant dans ces bureaux au service de l'État soient jeunes, sans expérience passée, imbus de théorie que nous savons vides et sans efficacité, et surtout soient obsédés par l'esprit missionnaire de grands protecteurs de l'enfance menacée. Car pour eux, tous les parents doivent représenter des criminels en puissance,
des dangers potentiels au bien-être de l'enfant, ici considéré comme étant un dieu. Un bureau de la protection de l'enfance et une charte des droits de l'enfant n'ont aucune raison d'être sans enfants menacés. De plus, les exceptions et les exemples historiques utilisés pour leur mise en place finiraient tôt ou tard par disparaître s'ils n'étaient pas constamment alimentés par de nouveaux cas se produisant sur une base continue. En ce sens, nous devons infiltrer le système d'éducation des nations pour y faire disparaître, sous le couvercle de la modernité et de l'évolution, l'enseignement de la religion, de l'histoire, de la bienséance, tout en diluant en même temps, sous une avalanche d'expérimentations nouvelles dans le milieu de l'éducation, celui de la langue et des mathématiques. De cette manière, en enlevant aux jeunes générations toute base et toute frontière morale, toute connaissance du passé, donc toute fierté nationale, donc tout respect d'autrui, tout pouvoir par la connaissance du langage et des sciences, donc sur la réalité, nous contribuerons à fabriquer une jeunesse largement disposée à toutes les formes de délinquance. Dans ce nouvel univers morcelé par la peur des parents et leur abandon de toute responsabilité face à leurs enfants, nous aurons la voie libre pour former à notre manière et selon nos objectifs premiers une jeunesse où l'arrogance, le mépris, l'humiliation d'autrui seront considérés comme étant les nouvelles bases de l'affirmation de soi et de la liberté. Mais nous savons à même l'expérience du passé qu'une jeunesse semblable est d'ores et déjà condamnée à son autodestruction car celle-ci est foncièrement individualiste, donc anarchiste par définition. En ce sens, elle ne peut aucunement représenter une base solide pour la continuité de quelque société que ce soit, et encore moins une valeur sûre pour la prise en charge de ces vieillards. Dans la même foulée, il est aussi impératif de faire créer une charte des droits et libertés individuelles et des bureaux de protection du citoyen, en faisant miroiter aux masses que ces innovations font partie intégrante de la modernité des sociétés nouvelles du XXe siècle. De la même manière, et en même temps, mais à un autre niveau, faire voter de nouvelles lois pour le respect et la liberté individuelle. Comme dans le cas de la famille, mais sur le plan de la société, ces lois entreront en conflit avec les droits de la collectivité, menant ainsi les sociétés visées droit à leur autodestruction. Car ici, l'inversion est totale. Ce n'est plus la société, c'est-à-dire le droit de la majorité, qui doit être protégé contre des individus pouvant la menacer, mais bien plutôt le droit de l'individu, qui se doit d'être protégé contre les menaces possibles de la majorité. Voilà le but que nous nous sommes fixés. Pour achever l'éclatement de la famille, du système d'éducation, donc de la société en général, il est primordial d'encourager la liberté sexuelle à tous les échelons de la société occidentale. Il faut réduire l'individu, donc les masses, à l'obsession de satisfaire leurs instincts primaires par tous les moyens possibles. Nous savons que cette étape représente le point culminant par lequel toute société finira par s'effondrer sur elle-même. N'en a-t-il pas été ainsi de l'Empire romain à son apogée et de toute civilisation semblable à travers l'histoire ? Par des hommes de science et des laboratoires financés par nos loges, nous avons réussi à faire mettre au point un procédé chimique
qui révolutionnera toutes les sociétés occidentales et reléguera aux oubliettes pour toujours les principes moraux et religieux judéo-chrétiens. Ce procédé, sous forme de pilule, ouvrira la voie toute grande à la liberté sexuelle sans conséquence et poussera les femmes des nations à vouloir briser avec ce qui sera alors perçu comme étant le joug du passé, l'esclavage des femmes soumises à l'homme et à la famille traditionnelle judéo-chrétienne. Jadis, centre et pivot de la cellule familiale, la femme moderne, maintenant en tant qu'individu indépendant, voudra briser avec son rôle traditionnel, se détacher de la famille et mener sa vie selon ses propres aspirations personnelles. Rien de plus naturel, nous le savons, mais là où nous interviendrons fortement, ce sera d'infiltrer tous les nouveaux mouvements de contestation féminin en poussant leur logique jusqu'à ses extrêmes limites de conséquences. Et ces limites se trouvent déjà inscrites dans l'éclatement définitif de la famille traditionnelle et de la société judéo-chrétienne. Cette libération sexuelle sera le moyen ultime par lequel il nous sera possible de faire disparaître de la conscience populaire toute référence au bien et au mal. L'effondrement de cette barrière religieuse et morale nous permettra d'achever le processus de la fausse libération de l'homme de son passé, mais qui, en réalité, est une forme d'esclavage qui sera profitable à nos plans mondialistes. Cette porte ouverte pour l'encouragement à la liberté sexuelle, au divorce, à l'avortement sur demande, à la reconnaissance légale des diverses formes d'homosexualité nous aidera à modifier en profondeur les bases historiques du droit légal des sociétés. Elle sera un atout majeur pour pousser l'ensemble des individus à un relâchement général des mœurs, pour diviser les individus les uns par rapport aux autres, selon leur instinct et leurs intérêts propres, pour détruire l'avenir de la jeunesse en la poussant aux expériences néfastes de la sexualité hâtive et de l'avortement, et pour briser moralement les générations futures en les poussant à l'alcoolisme, aux drogues diverses dont nos officiers supérieurs des loges internationales se chargeront d'en prendre le contrôle au niveau mondial, et au suicide, celui-ci considéré par une jeunesse désabusée et abandonnée à elle-même comme étant une fin chevaleresque. Décevons la jeunesse des nations en lui montrant ses parents comme étant irresponsables, irréligieux, immoraux, ne cherchant en définitive que le plaisir, l'évasion et la satisfaction effrénée de leurs instincts au prix du mensonge, de l'hypocrisie et de la trahison. Faisons du divorce et de l'avortement une nouvelle coutume sociale acceptée par tous. Poussons-la ainsi à la criminalité sous toutes ses formes et à se réfugier en groupes distincts, hors d'atteinte du milieu familial qu'elle percevra inévitablement comme étant une menace pour sa propre survie. Le tissu social étant ainsi bouleversé à jamais, il nous sera dès lors possible d'agir sur le politique et l'économique des nations, afin de les soumettre à notre merci, pour en venir à accepter de force nos plans d'un nouvel ordre mondial. Car il faut bien se l'avouer, les nations dépourvues qu'elles seront alors de pouvoir compter sur une jeunesse forte, sur une société où les individus regroupés autour d'un idéal commun, renforcés par des remparts moraux indéfectibles, auraient pu lui apporter son soutien historique, ne pourront qu'abdiquer à notre volonté mondiale. Ainsi, pourrons-nous alors inaugurer ce qui fut tant annoncé par nos créations passées, le système communiste, qui prophétisait une révolution mondiale mise en branle par tous les rejetés de la terre
et le nazisme par lequel nous avions annoncé un nouvel ordre mondial pour 1000 ans. Voilà notre but ultime, le travail récompensé de tous les valeureux morts au labeur pour son accomplissement depuis des siècles. Disons-le haut et fort, tous les frères des loges passées morts dans l'anonymat pour la réalisation de cet idéal qu'il nous est maintenant possible de toucher du bout des doigts. Il est bien reconnu par tous que l'homme, une fois après avoir assuré ses besoins primaires, nourriture, habillement et gîte, est beaucoup plus enclin à être moins vigilant. Permettons-lui d'endormir sa conscience, tout en orientant à notre guise son esprit en lui créant de pure pièce des conditions économiques favorables. Donc, pendant cette période des années 70, où nos agents s'infiltreront partout dans les différentes sphères de la société pour faire accepter nos nouvelles normes dans l'éducation, le droit légal, le social et le politique, nous veillerons à répandre autour de lui un climat économique de confiance, du travail pour tous, l'ouverture du crédit pour tous, des loisirs pour tous, seront nos tandems pour la création illusoire d'une nouvelle classe sociale, la classe moyenne. Car une fois nos objectifs atteints, cette classe du milieu, située entre les pauvres séculaires et nous les riches, nous la ferons disparaître en lui coupant définitivement tout moyen de survie. En ce sens, nous ferons des États-nations les nouveaux parents des individus, à travers ce climat de confiance où nos agents internationaux auront fait le nécessaire pour écarter tout spectre de guerre mondiale. Nous encouragerons la centralisation à outrance pour l'État. De cette manière, les individus pourront acquérir l'impression d'une liberté totale à explorer pendant que le fardeau légendaire des responsabilités personnelles sera transféré à l'État. C'est ainsi qu'il nous sera possible de faire augmenter d'une manière vertigineuse le fardeau de l'État, en multipliant sans limite aucune la masse des fonctionnaires intellectuels. Assurés pour des années à l'avance d'une sécurité matérielle, ceux-ci seront par conséquent de parfaits exécutants du pouvoir gouvernemental, en d'autres mots de notre pouvoir. Créer ainsi une masse impressionnante de fonctionnaires qui, à elle seule, formera un gouvernement dans le gouvernement, quel que soit le parti politique qui sera alors au pouvoir. Cette machine anonyme pourra nous servir un jour de levier lorsque le moment sera venu pour accélérer l'effondrement économique des États-nations, car ceux-ci ne pourront pas indéfiniment supporter une telle masse salariale sans devoir s'endetter au-delà de leurs moyens. D'un autre côté, cette même machine qui donnera une image froide et insensible de l'appareil gouvernemental, cette machine complexe et combien inutile dans beaucoup de ses fonctions, nous servira de paravent et de protection contre les populations. Car qui osera s'aventurer à travers les dédales d'un tel labyrinthe en vue de faire valoir ses doléances personnelles ? Toujours pendant cette période d'étourdissement général, nous en profiterons aussi pour racheter ou éliminer, selon les nécessités du moment, tous les dirigeants d'entreprises, les responsables des grands organismes d'État, les centres de recherche scientifique dont l'action et l'efficacité risqueraient de donner trop de pouvoir aux États-nations. Il ne faut absolument pas que l'État devienne une force indépendante en elle-même qui risquerait de nous échapper et de mettre en danger nos plans ancestraux. Nous veillerons aussi à avoir une mainmise absolue sur toutes les structures supranationales des nations. Ces organismes internationaux doivent être placés sous notre juridiction absolue.
dans le même sens. Et pour garantir la rentabilité de notre influence auprès des populations, nous devrons contrôler tous les médias d'information. Nos banques verront donc à ne financer que ceux qui nous sont favorables, tandis qu'elles superviseront la fermeture des plus récalcitrants. Cela devrait en principe passer presque inaperçu dans les populations, absorbées qu'elles seront par leur besoin de faire plus d'argent et de se divertir. Nous devrons nous occuper à finaliser dès maintenant la phase de dérégionalisation des régions rurales amorcée au début de la crise économique de 1929. Surpeupler les villes était notre tandem de la révolution industrielle. Les propriétaires ruraux, par leur indépendance économique, leur capacité à produire la base de l'alimentation des États, sont une menace pour nous et nos plans futurs. Entassés dans les villes, ils seront plus dépendants de nos industries pour survivre. Nous ne pouvons nous permettre l'existence de groupes indépendants de notre pouvoir. Donc, éliminons les propriétaires terriens en faisant d'eux des esclaves obéissants des industries étant sous notre contrôle. Quant aux autres, permettons-leur de s'organiser en coopératives agricoles que nos agents infiltreront pour mieux les orienter selon nos priorités futures. À travers l'État, attachons-nous à bien mettre en évidence le respect obligatoire de la diversité des cultures, des peuples, des religions, des ethnies, qui sont autant de moyens pour nous pour faire passer la liberté individuelle avant la notion d'unité nationale, ce qui nous permettra de mieux diviser les populations des États-nations et ainsi les affaiblir dans leur autorité et dans leur capacité de manœuvrer. Poussé à ses extrêmes limites, mais sur le plan international, ce concept dans le futur poussera les ethnies des différentes nations à se regrouper pour revendiquer individuellement chacune leur propre part du pouvoir, ce qui achèvera de ruiner les nations et les fera éclater dans des guerres interminables. Lorsque les États-nations seront ainsi affaiblis par autant de luttes intestines, toutes fondées sur la reconnaissance des droits des minorités à leur indépendance, que les nationalistes divisés en différentes factions culturelles et religieuses s'opposeront aveuglément dans des luttes sans issue, que la jeunesse aura totalement perdu contact avec ses racines, alors nous pourrons nous servir des Nations Unies pour commencer à imposer notre nouvel ordre mondial. D'ailleurs, à ce stade-là, les idéaux humanitaires, sociaux et historiques des États-nations auront depuis longtemps éclaté sous la pression des divisions intérieures. Fin du document des 666 daté de fin juin 1967. 18 ans plus tard, soit 666, dans le même temps se tint une autre réunion d'importance au Canada. Le groupe des 666 se réunit encore une fois à Toronto à la fin de juin 1985, mais cette fois-ci afin de finaliser les dernières étapes devant déboucher et sur la chute des États-nations et sur la prise du pouvoir international par les Nations Unies. Document L'Aurore Rouge, titre du document des 666, L'Aurore Rouge, but du projet mondialiste, établissement de l'occulte mondial. Moyen de financement du projet. Contrôle du FMI, du GATT, de la Commission de Bruxelles, de l'OTAN, de l'ONU et d'autres. Organismes internationaux. Les dernières 18 années furent très profitables pour l'avancement de nos projets mondiaux. Je peux vous dire, frères,
que nous touchons maintenant presque au but. La chute des États-nations n'est plus qu'une question de temps. Assez court, dois-je vous avouer, en toute confiance. Grâce à nos agents d'infiltration et à nos moyens financiers colossaux, des progrès sans précédent ont maintenant été accomplis dans tous les domaines de la science et de la technologie, dont nous contrôlons financièrement les plus grandes corporations. Depuis les réunions secrètes avec M. de Rothschild dans les années 56, et qui avaient pour but de mettre au point le développement et l'implantation mondiale des ordinateurs, il nous est maintenant possible d'entrevoir la mise en place d'un genre d'autoroute internationale où toutes ces machines seraient reliées entre elles. Car, comme vous le savez déjà, le contrôle direct et individuel des populations de la planète serait à tout le moins totalement impossible sans l'usage des ordinateurs et leur rattachement électronique les uns par rapport aux autres en un vaste réseau mondial. Ces machines d'ailleurs ont l'avantage de pouvoir remplacer des millions d'individus. De plus, elles ne possèdent ni conscience ni morale aucune, ce qui est indispensable pour la réussite d'un projet comme le nôtre. Surtout, ces machines accomplissent, sans discuter, tout ce qui leur est dicté. Elles sont des esclaves parfaits dont ont tant rêvé nos prédécesseurs, mais sans qu'ils aient été à même de se douter qu'un jour il nous serait possible d'accomplir un tel prodige. Ces machines sans patrie, sans couleur, sans religion, sans appartenance politique, sont l'ultime accomplissement et outil de notre nouvel ordre mondial. Elles en sont la pierre angulaire. L'organisation de ces machines en un vaste réseau mondial dont nous contrôlerons les leviers supérieurs nous servira à immobiliser les populations. Comment ? Comme vous le savez, la structure de base de notre nouvel ordre mondial est composée dans son essence d'une multitude de réseaux divers, couvrant chacun toutes les sphères de l'activité humaine sur toute l'étendue de la planète. Jusqu'à ce jour, tous ces réseaux étaient reliés entre eux par une base idéologique commune, celle de l'homme comme étant le centre et l'ultime accomplissement de l'univers. Ainsi, grâce à tous ces réseaux unis par le lien de la nouvelle religion de l'homme pour l'homme, nous avons pu facilement infiltrer tous les secteurs humains dans tous les pays occidentaux et en modifier la base judéo-chrétienne. Le résultat est qu'aujourd'hui, cet homme, qu'il fasse partie du politique, de l'économique, du social, de l'éducation, du scientifique ou du religieux, a déjà depuis notre dernière réunion de fin juin 67 abandonné son héritage passé pour le remplacer par notre idéal d'une religion mondiale basée uniquement sur l'homme. Coupé ainsi qu'il est dorénavant de ses racines historiques, cet homme n'attend plus en définitive que lui soit proposée une nouvelle idéologie. Celle-ci, bien entendu, est la nôtre, celle du village communautaire global dont il sera le centre. Et c'est précisément ce que nous lui apporterons en l'encourageant à faire partie corps et âme de ce réseau électronique mondial où les frontières des États-nations auront été à tout jamais abolies, anéanties jusqu'à leurs racines les plus profondes. Pendant que cet homme égaré sera absorbé par son enthousiasme aveugle à faire partie de sa nouvelle communauté mondiale, en faisant partie de ce vaste réseau d'ordinateurs. Pour notre compte, nous verrons à partir des leviers supérieurs qui lui seront cachés, à le ficher, à l'identifier, à le comptabiliser et à le rentabiliser selon nos propres objectifs. Car, à l'intérieur de cette nouvelle société globale, aucun individu ayant un potentiel de rentabilité pour nous ne pourra nous échapper. L'apport constant de la technologie
électronique devra nous assurer de tous les moyens pour ficher, identifier et contrôler tous les individus des populations de l'Occident. Quant à ceux qui ne représenteront aucune rentabilité exploitable, nous verrons à ce qu'ils s'éliminent d'eux-mêmes à travers toutes les guerres intestines locales que nous aurons pris soin de faire éclater ici et là, en nous ayant servi et de la chute de l'économie des États-nations et des oppositions et des revendications des divers groupes composant ces mêmes États. Voici donc la manière détaillée par laquelle nous procéderons d'ici 1998 pour paver la route à la naissance de notre gouvernement mondial. Petite 1. Décupler la société des loisirs, qui nous a été si profitable à date. En nous servant de l'invention du vidéo que nous avons financé et des jeux qui lui sont rattachés, finissons de pervertir la morale de la jeunesse. Offrons-lui la possibilité de satisfaire maintenant tous ses instincts. Un être possédé par ses sens et esclave de ceux-ci, nous le savons, n'a ni idéal, ni force intérieure pour défendre quoi que ce soit. Il est un individualiste par nature et représente un candidat parfait que nous pouvons modeler aisément selon nos désirs et nos priorités. D'ailleurs, rappelez-vous avec quelle facilité nos prédécesseurs ont pu orienter toute la jeunesse allemande au début du siècle en se servant du désabusement de cette dernière. Deuxième point. Encourager la contestation étudiante pour toutes les causes rattachées à l'écologie. La protection obligatoire de cette dernière sera un atout majeur le jour où nous aurons poussé les États-nations à échanger leurs dettes intérieures contre la perte de 33% de tout leur territoire demeuré à l'état sauvage. Troisième point. Comblons le vide intérieur de cette jeunesse en l'initiant dès son tout jeune âge à l'univers des ordinateurs. Utilisons pour cela son système d'éducation, un esclave au service d'un autre esclave que nous contrôlons. Quatrième point. Sur un autre plan, établissons le libre-échange international comme étant une priorité absolue pour la survie économique des États-nations. Cette nouvelle conception économique nous aidera à accélérer le déclin des nationalistes de toutes les nations, à les isoler en factions diverses et au moment voulu, à les opposer farouchement les uns aux autres dans des guerres intestines qui achèveront de ruiner ces nations. Cinquième point. Pour nous assurer à tout prix de la réussite d'une telle entreprise, faisons en sorte que nos agents déjà infiltrés dans les ministères des Affaires intergouvernementales et de l'immigration des États-nations fassent modifier en profondeur les lois de ces ministères. Ces modifications viseront essentiellement à ouvrir les portes des pays occidentaux à une immigration de plus en plus massive à l'intérieur de leurs frontières, immigration que nous aurons d'ailleurs provoquée en ayant pris soin de faire éclater ici et là de nouveaux conflits locaux. Par des campagnes de presse bien orchestrées dans l'opinion publique des États-nations ciblés, nous provoquerons chez celles-ci un afflux important de réfugiés qui aura pour effet de déstabiliser leur économie intérieure et de faire augmenter les tensions raciales à l'intérieur de leur territoire. Nous verrons à faire en sorte que des groupes d'extrémistes étrangers fassent partie de ces afflux d'immigrants, ce qui facilitera la déstabilisation politique, économique et sociale des nations visées. Ce libre-échange, qui en réalité n'en est pas un, car il est déjà contrôlé par nous tous au sommet de la hiérarchie économique, noyautons-le en 3 commissions latérales, celle de l'Asie, celle de l'Amérique, celle de l'Europe. Il nous apportera la discorde à l'intérieur des États-nations par la hausse du chômage relié aux restructurations de nos multinationales. Transférons lentement. Septième point. Transférons lentement, mais sûrement,
nos multinationales dans de nouveaux pays acquis à l'idée de l'économie de marché, tels les pays de l'Est de l'Europe, en Russie et en Chine, par exemple. Nous nous fichons bien, pour l'instant, si leur population représente ou non un vaste bassin de nouveaux consommateurs. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir accès en premier lieu à une main-d'œuvre esclave, à bon marché et non syndiquée, que nous offrent ces pays et ceux du tiers-monde. D'ailleurs, leurs gouvernements ne sont-ils pas mis en place par nous? Ne font-ils pas appel à l'aide étrangère et auprès de notre Fonds monétaire international et de notre Banque mondiale? Ces transferts offrent plusieurs avantages pour nous. Ils contribuent à entretenir ces nouvelles populations dans l'illusion d'une libération économique, d'une liberté politique, alors qu'en réalité nous les dominerons par l'appétit du gain et un endettement dont ils ne pourront jamais s'acquitter. Quant aux populations occidentales, elles seront entretenues dans le rêve du bien-être économique, car les produits importés de ces pays ne subiront aucune hausse de prix. Par contre, sans qu'elles s'en aperçoivent au début, de plus en plus d'industries seront obligées de fermer leurs portes à cause des transferts que nous aurons effectués hors des pays occidentaux. Ces fermetures augmenteront le chômage et apporteront des pertes importantes de revenus pour les États-nations. Ainsi, 8e point, ainsi, nous mettrons sur pied une économie globale à l'échelle mondiale qui échappera totalement au contrôle des États-nations. Cette nouvelle économie sera au-dessus de tout. Aucune pression politique ou syndicale ne pourra avoir de pouvoir sur elle. Elle dictera ses propres politiques mondiales et obligera à une réorganisation politique, mais selon nos priorités à l'échelle mondiale. 9e point. Par cette économie indépendante, n'ayant de loi que nos lois, nous établirons une culture de masse mondiale. Par le contrôle international de la télévision, des médias, nous instituerons une nouvelle culture. Mais, nivelée, uniforme pour tous, sans qu'aucune création future ne nous échappe. Les artistes futurs seront à notre image ou bien ne pourront survivre. Fini donc ce temps où des créations culturelles indépendantes mettaient à tout moment en péril nos projets mondialistes, comme cela fut si souvent le cas dans le passé. 10e point. Par cette même économie, il ne sera alors possible de nous servir des forces militaires des États-nations, telles celles des États-Unis, dans des buts humanitaires. En réalité, ces forces nous serviront à soumettre des pays récalcitrants à notre volonté. Ainsi, les pays du tiers-monde et d'autres semblables à eux ne pourront pas être en mesure d'échapper à notre volonté de nous servir de leur population comme main-d'œuvre esclave. 11e point. Pour contrôler le marché mondial, nous devons détourner la productivité de son but premier. Libérer l'homme de la dureté du travail. Nous l'orienterons en fonction de la retourner contre l'homme, en asservissant ce dernier à notre système économique, où il n'aura pas le choix de devenir notre esclave et même un futur criminel. 12e point. Tous ces transferts à l'étranger de nos multinationales et la réorganisation mondiale de l'économie auront pour but, entre autres, de faire grimper le chômage dans les pays occidentaux. Cette situation sera d'autant plus réalisable parce qu'au départ, nous aurons privilégié l'importation massive des produits de base à l'intérieur des États-nations et, du même coup, nous aurons surchargé ces États par l'emploi exagéré de leur population à la production de services qu'ils ne pourront plus payer. Ces conditions extrêmes multiplieront par millions les masses d'assistés sociaux de tout genre, d'illettrés, de sans-abri. 13e point. Par des pertes de millions d'emplois dans le secteur primaire, à même les évasions déguisées de capitaux étrangers hors des États-nations, il ne sera ainsi possible de mettre en danger de mort l'harmonie sociale par le spectre de la guerre civile. 14e point. Ces manipulations internationales des gouvernements et des populations des États-nations nous fourniront le prétexte d'utiliser notre FMI
pour pousser les gouvernements occidentaux à mettre en place des budgets d'austérité sous le couvercle de la réduction illusoire de leur dette nationale, de la conservation hypothétique de leur cote de crédit international, de la préservation impossible de la paix sociale. 15e point. Par ces mesures budgétaires d'urgence, nous briserons ainsi le financement des États-nations pour tous leurs méga-projets, qui représentent une menace directe à notre contrôle mondial de l'économie. D'ailleurs, 16e point. D'ailleurs, toutes ces mesures d'austérité nous permettront de briser les volontés nationales de structures modernes dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, du transport et des technologies nouvelles. 17e point. Ces mêmes mesures nous offriront l'occasion rêvée d'instaurer notre idéologie de la compétition économique. Celle-ci se traduira à l'intérieur des États-nations par la réduction volontaire des salaires, les départs volontaires avec remise de médailles pour services rendus, ce qui nous ouvrira les portes à l'instauration partout de notre technologie de contrôle. Dans cette perspective, tous ces départs seront remplacés par des ordinateurs à notre service. 18e point. Ces transformations sociales nous aideront à changer en profondeur la main-d'œuvre policière et militaire des États-nations, sous le prétexte des nécessités du moment et sans éveiller de soupçons. Nous nous débarrasserons une fois pour toutes de tous les individus ayant une conscience judéo-chrétienne. Cette restructuration des corps policiers et militaires nous permettra de limoger sans contestation le personnel âgé, de même que tous les éléments ne véhiculant pas nos principes mondialistes. Ceux-ci seront remplacés par de jeunes recrues dépourvus de conscience et de morale, et déjà toutes entraînées et favorables à l'usage inconsidéré de notre technologie de réseau électronique. 19e point. Dans un même temps, et toujours sous le prétexte de coupures budgétaires, nous veillerons au transfert des bases militaires des États-nations vers l'Organisation des Nations Unies. 20e point. Dans cette perspective, nous travaillerons à la réorganisation du mandat international des Nations Unies. De force de paix sans pouvoir décisionnel, nous l'amènerons à devenir une force d'intervention, où seront fondues en un tout homogène les forces militaires des États-nations. Ceci nous permettra d'effectuer sans combat la démilitarisation de tous ces États, de manière à ce qu'aucun d'entre eux, dans l'avenir, ne soit suffisamment puissant pour remettre en question notre pouvoir mondial. 21e point. Pour accélérer ce processus de transfert, nous impliquerons la force actuelle des Nations Unies dans des conflits impossibles à régler. De cette manière, et avec l'aide des médias que nous contrôlons, nous montrerons aux populations l'impuissance et l'inutilité de cette force dans sa forme actuelle. La frustration aidant, et poussée à son paroxysme au moment voulu, poussera les populations des États-nations à supplier les instances internationales de former une telle force multinationale au plus tôt, afin de protéger à tout prix la paix. 22e point. L'apparition prochaine de cette volonté mondiale d'une force militaire multinationale ira de pair avec l'instauration à l'intérieur des États-nations d'une force d'intervention multijuridictionnelle. Cette combinaison des effectifs policiers et militaires créée à même le prétexte de l'augmentation de l'instabilité politique et sociale grandissante à l'intérieur de ces États croulant sous le fardeau des problèmes économiques nous permettra de mieux contrôler les populations occidentales. Ici, l'utilisation à outrance de l'identification et du fichage électronique des individus nous fournira une surveillance complète de toutes les populations visées. « 23e point. Cette réorganisation policière et militaire intérieure et extérieure des États-nations permettra de faire converger le tout vers l'obligation de la mise en place d'un centre mondial judiciaire. Ce centre permettra aux différents corps policiers des États-nations d'avoir rapidement accès à des banques de données sur tous les individus potentiellement dangereux pour nous sur la planète. L'image d'une meilleure efficacité judiciaire et les liens de plus en plus étroits créés et entretenus avec le militaire nous aideront à mettre en valeur la nécessité d'un tribunal international doublé d'un système judiciaire mondial, l'un pour les affaires civiles et criminelles individuelles et l'autre pour les nations. 24e point.
Au cours de la croissance acceptée par tous de ces nouvelles nécessités, il sera impérieux pour nous de compléter au plus tôt le contrôle mondial des armes à feu à l'intérieur des territoires des États-nations. Pour ce faire, nous accélérons le plan Alpha, mis en œuvre au cours des années 60 par certains de nos prédécesseurs. Ce plan, à l'origine, visait deux objectifs qui sont demeurés les mêmes encore aujourd'hui. Par l'intervention de tireurs fous, créer un climat d'insécurité dans les populations pour amener à un contrôle plus serré des armes à feu, orienter les actes de violence de manière à en faire porter la responsabilité par des extrémistes religieux ou des personnes affiliées à des allégeances religieuses de tendance traditionnelle, ou encore des personnes prétendant avoir des communications privilégiées avec Dieu. Aujourd'hui, afin d'accélérer ce contrôle des armes à feu, nous pouvons utiliser la chute des conditions économiques des États-nations qui entraînera avec elle une déstabilisation complète du social, donc augmentation de la violence. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ni de vous démontrer, frères, les fondements de ce contrôle des armes à feu. Sans celui-ci, il deviendrait presque impossible pour nous de mettre à genoux les populations des États visés. Rappelez-vous avec quel succès nos prédécesseurs ont pu contrôler l'Allemagne de 1930 avec les nouvelles lois mises en application à l'époque, lois d'ailleurs sur lesquelles sont fondées les lois actuelles des États-nations pour ce même contrôle. 25e point. Les dernières étapes se rapportent à la phase oméga, expérimentée à partir des expérimentations effectuées au début des années 70. Elle renferme la mise en application à l'échelle mondiale des armes électromagnétiques, les changements de climat entraînant la destruction des récoltes, la faillite dans ces conditions des terres agricoles, la dénaturation par moyens artificiels des produits alimentaires de consommation courante, l'empoisonnement de la nature par une exploitation exagérée et inconsidérée, et l'utilisation massive de produits chimiques dans l'agriculture. Tout cela, frères, mènera à la ruine assurée des industries alimentaires des États-nations. L'avenir du contrôle des populations de ces États passe obligatoirement par le contrôle absolu, par nous, de la production alimentaire à l'échelle mondiale et par la prise de contrôle des principales routes alimentaires de la planète. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser l'électromagnétique, entre autres, pour déstabiliser les climats des États les plus productifs sur le plan agricole. Quant à l'empoisonnement de la nature, elle sera d'autant plus accélérée que l'augmentation des populations y poussera sans restriction. 26e point. L'utilisation de l'électromagnétique pour provoquer des tremblements de terre dans les régions industrielles les plus importantes des États-nations contribuera à accélérer la chute économique des États les plus menaçants pour nous, de même qu'à amplifier l'obligation de la mise en place de notre nouvel ordre mondial. 27e point. Qui pourra nous soupçonner? Qui pourra se douter des moyens utilisés? Ceux qui oseront se dresser contre nous en diffusant de l'information quant à l'existence et au contenu de notre conspiration deviendront suspects aux yeux des autorités de leur nation et de leur population. Grâce à la désinformation, aux mensonges, à l'hypocrisie et à l'individualisme que nous avons créés au sein des peuples des États-nations, l'homme est devenu un ennemi pour l'homme. Ainsi, ces individus indépendants, qui sont des plus dangereux pour nous justement à cause de leur liberté, seront considérés par leurs semblables comme étant des ennemis et non des libérateurs. L'esclavage des enfants, le pillage des richesses du tiers-monde, le chômage, la propagande pour la libération de la drogue, l'abrutissement de la jeunesse des nations, l'idéologie du respect de la liberté individuelle diffusée au sein des églises judéo-chrétiennes et à l'intérieur des États-nations, l'obscurantisme considéré comme une base de la fierté, les conflits interethniques et notre dernière réalisation, les restrictions budgétaires, tout cela nous permet enfin de voir l'accomplissement ancestral de notre rêve, celui de l'instauration de notre nouvel ordre mondial. Fin du document de fin juin 1985. Conclusion. Alors, le protocole de Toronto 666, mythe ou réalité? Ce serait encore de demander si le meilleur des mondes est lui aussi un mythe ou une réalité, même s'il s'agit d'un roman. Pourtant, son auteur, à savoir Aldous Huxley, a lui aussi eu accès à des documents d'époque pour le créer. Son auteur
savait bien que la révélation, la diffusion des informations qu'il possédait, mais sous une autre forme que celle du roman, aurait éveillé chez les populations beaucoup plus de méfiance que d'acceptation. Et combien d'autres auteurs ont dû eux aussi user du même stratagème pour avertir leurs contemporains et les générations futures. Alors, le protocole de Toronto 666, mythe ou réalité? L'urgence de la situation actuelle, celle engendrée par le début des restrictions budgétaires qui marquent le commencement de la fin, la réalisation proche du nouvel ordre mondial occulte, ne permettait pas la rédaction d'un roman, ce qui aurait pris trop de temps dans le contexte présent. Mais l'impact provoqué quant à la révélation de ces documents est tout de même important, car leur publication aura pour effet de placer sur la défensive ceux qui en sont à l'origine. Ce qui est souhaité ici, c'est qu'au-delà de la désinformation véhiculée et entretenue par des politiciens sans scrupules et par des gens apeurés face à la possibilité de perdre des intérêts personnels, chaque lecteur puisse réfléchir, se regrouper avec d'autres semblables à lui et prendre maintenant des moyens pour survivre face à ce qui vient. Même si ma vie est en danger à cause de la diffusion d'informations comme celle-ci, la vôtre l'est encore plus par l'ignorance de ces mêmes informations. Alors, le protocole de Toronto 666, mythe ou réalité? À vous de répondre. À vous de voir, dans les événements récemment passés et futurs, si ces documents appartiennent au domaine de la fiction ou de la réalité. À vous de réaliser que la peur n'a d'autre objet que de vous paralyser et de vous placer à la merci de ceux qui ne veulent que vous contrôler pour mieux vous asservir selon leurs intérêts, qui en fin de compte ne sont pas les vôtres. Alors le protocole de Toronto 666, mythe ou réalité? Serge Monast, journaliste d'enquête, fin mars 1995. Serge Monast a été assassiné.